BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr, c'est plus important, profitez-en bien de ce week-end à l'approche des fêtes. C'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. On va passer une petite heure ensemble avec dans un instant toute l'actualité de la tech et le club de la presse IT, puis juste après on plongera dans le Wi-Fi. Eh oui, sujet interminable en fait, mais passionnant parce que c'est vrai que avec ces nouvelles normes, le Wi-Fi évolue. Comment améliorer son Wi-Fi à la maison ? On en parlera avec mon invité. Je recevais le patron de Devolo. Devolo qui est un acteur important du Wi-Fi, originaire d'Allemagne. Et donc on découvrira tout à l'heure Devolo dans De quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook qui est là. Merci d'être présent dans De quoi je me mêle. Vous le savez, comme chaque week-end, à la fois sur 01 TV, sur BFM Business. Pour débuter le club de la presse IT avec cette semaine Gonzague d'Ambricourt qui nous fait l'amitié de revenir. Salut Gonzague. Salut François. Un plaisir de te retrouver. Un plaisir d'être là. Alors, Gonzague d'Ambricourt, vous le savez, consultant en nouvelles technologies, entrepreneur aussi, spécialisé dans tout ce qui est réseau avec l'entreprise Bouche Cousue, voilà, qui a beaucoup de travail en ce moment. Oui. Et puis, Éric Le Bourlou, qui est à nos côtés pour cette deuxième semaine. Éric, salut. Ouais. Merci d'être là, Éric. Toujours un plaisir de t'accueillir, rédacteur en chef de 01net.com. Voilà. On va revenir sur l'actu de ces derniers jours et commencer par un article de Bloomberg. Alors, rien n'est officiel, mais Sony pourrait bien répondre en fait à l'offre de Microsoft et proposer peut-être un abonnement avec du jeu illimité à l'intérieur, Eric. Oui, c'est un article de Jen Schreier de Bloomberg. C'est un journaliste qui est très très connu dans le monde du jeu vidéo. Donc à mon avis, ça va se passer. Il dit pas n'importe quoi. Il dit pas n'importe quoi. En général, il se trompe pas. Oui, en effet, Sony se préparerait à lancer une offre de jeux vidéo illimité pour un petit peu imiter Microsoft qui a lancé déjà son Game Pass depuis quelques temps. Et c'est une formule qui cartonne, le Game Pass chez Microsoft. Donc le Game Pass, c'est le Netflix du jeu vidéo, on va dire. Vous payez entre 9 € et 13 €, je crois, pour avoir la version console et PC. Vous avez accès à un catalogue d'une centaine de jeux voilà, qui est en perpétuel mouvement. Alors il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, etc. Et puis des bons jeux, c'est pas des jeux de seconde zone, c'est pas des jeux au rabais, il y a des triple A. Voilà, il y a des triple A, et puis Microsoft a aussi racheté beaucoup de studios récemment et donc va proposer ces nouveaux jeux, ces gros jeux en day one comme on dit, c'est-à-dire dès le premier jour sur ce service. Donc c'est une offre assez alléchante et Sony, même s'ils ont toujours beaucoup plus de succès que Microsoft sur la vente de consoles, les PlayStation sont toujours des consoles qui se vendent mieux que les Xbox Series, les nouvelles générations. Quand on en trouve, d'ailleurs c'est vrai que vous arrivez à trouver des Xbox Series S, parfois des X, mais alors la PlayStation 5 c'est très difficile encore à trouver. Et Sony vend encore beaucoup plus de consoles que Microsoft. En revanche, sur le front des nouvelles offres de ce genre, ils sont un petit peu à la traîne. Et donc Sony préparerait effectivement une riposte à cela. Alors pour l'instant, ça s'appelle le projet Spartacus. Alors ça aura clairement pas ce nom-là lorsque ça sortira, mais il s'agirait en fait de revoir un petit peu les offres par abonnement de Sony qui sont aujourd'hui, pour rappel, au nombre de deux. Il y a le PlayStation Plus. Donc le PlayStation Plus, c'est un abonnement qui est pas très cher. Je crois que c'est 5 € par mois à peu près, qui vous permet de jouer en ligne et d'avoir accès tous les mois à un ou deux jeux sur la PlayStation gratuitement tant qu'on reste abonné. Et puis le PlayStation Now, qui est en fait à la base un système de jeu de cloud gaming, mais qui a un petit peu évolué pour faire maintenant du téléchargement. Mais bon, c'est pas très clair. Et puis c'est beaucoup plus cher que l'offre de Microsoft avec une offre de jeu qui est moins bonne. Bref, ils voudraient remixer tout ça pour faire en fait une nouvelle offre de jeu à la demande et en illimité. En fait, il faut un truc simple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas multiplier les abonnements. Oui. À la limite, un abonnement à 10 € où tu as tout, en fait. Exactement. C'est ça, alors, c'est marrant ce que tu dis, François, parce que finalement, ce serait pas si simple que ça chez Sony, puisque d'après l'article, il y aurait 3 niveaux d'abonnement. Un niveau qui correspond à peu près à ce qu'il y a aujourd'hui sur le PlayStation Plus. Un deuxième niveau qui permettrait d'avoir accès à certains jeux, notamment des jeux PS4 et un petit peu de jeux PS5. Et puis un niveau premium, on va dire, plus cher, pour avoir accès à non seulement tous ces jeux-là, mais en plus sans doute des nouveautés Day One, mais aussi du jeu en streaming, des démos, etc. Donc ce serait un abonnement qui serait un petit peu plus complexe
que celui de Microsoft qui est, on va dire, assez simple puisque c'est on s'abonne soit en version console et PC ou version PC seulement d'ailleurs pour avoir accès à une centaine de jeux. Finalement, Gonzague, c'est le sens de l'histoire. Hein. La vidéo a été révolutionnée avec les abonnements. La musique. Exactement. Et en fait, c'est aussi le sens de l'histoire pour Sony, même s'ils ne sont pas très forts pour ce genre de service en général. Ils sont très très forts pour le hardware, etc. Et après, pour tous les services qui découlent de leurs produits, et c'est vrai sur toute leur gamme de produits, c'est assez compliqué. Et aussi pour eux, c'est une masse de revenus potentiels qu'il faut exploiter, quoi. En fait, l'abonnement, c'est génial. Une fois que tu as vendu la console, de continuer à gagner de l'argent. Et effectivement, ce qui est dommage, c'est que c'est censé être plus clair maintenant, mais ce sera peut-être pas si clair que ça avec 3 offres, versus quand tu t'abonnes sur Netflix. Effectivement, il y a plusieurs offres disponibles, mais elles donnent toutes le même catalogue de contenu. Ça, après, c'est la qualité, c'est le nombre de comptes. Voilà. Bon, à voir, c'est pas encore sorti. Peut-être que d'ici là, ils nous surprendront. Après, il faut trouver le modèle économique, mais je pense qu'il doit être quand même assez stable. C'est-à-dire qu'il faut bien rémunérer Sony. Et puis aussi les développeurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeu PlayStation 5, c'est 70 €. Enfin, 60, 70, tout dépend des promos. Ils ont même augmenté les prix pour le PlayStation 5. Ça coûte beaucoup d'argent. Si demain, il y a un abonnement à 10 € par mois qui fait 120 € par an, pour les gros gamers, Sony est perdant finalement parce que ça représente même pas 2 jeux. Après c'est toute une équation très compliquée, j'imagine, parce qu'après c'est le volume bien sûr. Il y a certains qui vont donner 10 € et qui vont télécharger peut-être qu'un jeu de temps en temps parce que c'est pas des férus de gaming. Enfin voilà quoi, c'est un peu comme vous savez les buffets à volonté à Las Vegas quoi. Il y a ceux qui font exploser les budgets et puis il y en a d'autres qui font que les restos gagnent de l'argent quoi. C'est un peu ça. C'est la mutualisation qui fait que ça va marcher. Et en fait, tu as quand même beaucoup plus de facilité à faire s'abonner les gens à quelque chose qui coûte 10 € et quelques par mois que de débourser maintenant les sommes qui se rapprochent de la centaine d'euros pour un jeu. Donc peut-être que cet effet-là marche. Apple fait ça aussi maintenant avec l'abonnement arcade pour avoir les jeux sur iPhone, iPad et TV. Donc, après, ce qu'il faudra voir aussi, c'est est-ce que Sony va faire un peu la même chose que Microsoft, c'est-à-dire proposer ses jeux. Et c'est vrai que c'est ça qui différencie aujourd'hui la PlayStation de la Xbox, c'est-à-dire qu'ils ont des franchises comme Uncharted, comme beaucoup de. En fait, il y a aussi tous les Demon's Souls et trucs comme ça, qui sont des jeux, on va dire, phares et qui sont exclusifs à la console. Et qui rapportent beaucoup d'argent parce qu'on les achète à l'unité. Voilà. Et est-ce qu'ils vont proposer la même chose que Microsoft, c'est-à-dire on vous propose dès le premier jour ces jeux-là sur notre service, et ce serait un gros pari parce que là, c'est du coup, effectivement, comme tu le disais, c'est des recettes qui vont complètement être chamboulées. Ou est-ce que, ou au contraire, on va avoir un peu des jeux de fin de catalogue, des vieux jeux qu'on recycle, des vieux Uncharted de la PlayStation 3. Un peu comme la chronologie des médias, quoi. Tu vois, ton jeu, t'as un jeu un an après. Mais je pense que s'ils font ça, ils se crament parce que ça va être compliqué. Ils seront pas à la hauteur en fait de l'offre de Microsoft. Effectivement, il faut en tout cas qu'il y ait un attrait suffisant pour pouvoir avoir envie de dépenser 10 € par mois. Je ne sais pas combien ça va coûter, mais ça devrait être à peu près autour de 10 € par mois pour l'offre classique, quoi. Après, on va enchaîner parce qu'on ne peut pas parler de ça pendant des heures, mais imaginez les Micromania et tous les revendeurs de jeux vidéo. Pour eux, c'est la fin du haricot. Eux, ils ont déjà souffert de la disparition progressive du support physique. Là, c'est le coup de Bandéry, comme on dit. Effectivement. Là, ça va être chaud. Bon, on y reviendra parce que pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Toujours dans le monde du jeu vidéo, et ça, c'est pas une rumeur. C'est très intéressant. Vous savez qu'on parle de plus en plus de crypto, de NFT, de blockchain. Dans la technologie, aujourd'hui, on peut certifier des objets virtuels, que ce soit de l'art, de la vidéo, des musiques aussi. Et Ubisoft s'empare de tout ce chapitre de la tech qui devient énormissime. Et donc, dans les jeux Ubisoft, on va commencer à avoir des NFT, de la blockchain, etc. Alors, ça s'appelle Ubisoft Quartz. Ça a été lancé cette semaine en bêta. C'est une bêta pour l'instant. Mais Ubisoft se lance effectivement dans la blockchain, dans les NFT et sur un jeu en particulier pour le moment qui est Ghost Recon Breakpoint. Alors, c'est un choix que beaucoup de joueurs ont trouvé étonnant parce que c'est pas le jeu le plus populaire d'Ubisoft. Il a été plus ou moins bien critiqué à sa sortie. Il n'est pas beaucoup joué. Il a quelques années déjà. Après, c'est peut-être justement pour pas prendre trop de risques, quoi. Effectivement, peut-être. En tout cas,
cas, bon, il doit avoir ses fans, en tout cas, et c'est un jeu, donc un jeu un peu comme un jeu as a service, comme on dit. Donc c'est un jeu sur le long terme. Qu'est-ce qui va se passer? Microsoft, Ubisoft va donc proposer. Alors ça a commencé d'ailleurs cette semaine. Va proposer 3 objets pour ce jeu qui seront des objets uniques que les joueurs. Donc il faut être un peu fan du jeu pour pouvoir se les procurer, puisque pour le premier objet il est assez facile à avoir. Il suffit d'avoir joué 5 ou 6 heures pour pouvoir éventuellement faire partie des heureux élus. Ces objets seront uniques, autrement dit, ils seront, quand vous les posséderez, votre nom de joueur Ubisoft sera inscrit dans une blockchain et vous aurez en fait la propriété, l'exclusivité en quelque sorte. L'exclusivité de cet objet, donc qui sera, donc là en l'occurrence le premier objet c'est un fusil. Ce fusil, il y aura un numéro de série sur une de ses textures. Donc ce sera le même fusil pour tous les joueurs. C'est ça, sauf qu'il aura un numéro. Alors c'est déjà un fusil spécial qui sera disponible pour, je sais pas exactement comment ils vont mettre sur le marché, on va dire. Il y en aura peut-être 500, 1000. Mais chacun de ces fusils aura un numéro de série écrit dessus unique. Par ailleurs, donc ce sera le vôtre, on va dire. Une fois que vous avez cet objet entre vos mains de joueurs, vous pourrez, donc vous avez un titre de propriété sur la plateforme Ubisoft Quartz, qui est lié à un portefeuille de crypto-monnaies et qui vous permet de les acquérir et de les revendre. C'est ça, surtout qui est intéressant. C'est ça qui est très intéressant. C'est que en fait, ces objets-là, donc, vous allez pouvoir les garder, voire les réutiliser. Alors, là, on parle d'un futur qui n'existe pas pour l'instant. Les réutiliser dans d'autres jeux Ubisoft. Imaginons que vous avez passé 600 heures sur un jeu, vous avez eu un objet unique grâce à ça. Vous allez pouvoir garder cet objet cosmétique sur un autre titre de Ubisoft, ou pourquoi pas demain sur d'autres jeux, d'autres éditeurs, puisque c'est ça un peu l'avantage de la blockchain par rapport à d'autres technologies, c'est qu'on peut imaginer que cette propriété aille sur d'autres jeux, d'autres supports. Et puis ça serait sur une console, on pourrait après, si on joue sur PC, retrouver cet objet, sur mobile, etc. Donc c'est assez impressionnant. C'est pas facile à comprendre, parce que... C'est un univers qui est quand même assez abstrait, mais je trouve que tu en as fait une explication qui est plutôt chouette. Ce côté NFT, qui veut dire non-fungible tokens, etc. Donc c'est quelque chose qui est non remplaçable, et d'où le côté unique. Et effectivement, Ubisoft décide d'utiliser un numéro de série gravé sur l'objet virtuel pour rendre plus palpable, alors que ça reste un objet totalement virtuel, ce côté unique. Mais je crois c'est très malin. Alors, même s'ils ont été très critiqués pour ce lancement, je trouve ça très intelligent. C'est totalement le moment. Tout le monde s'y met. Eux, ils ont décidé de ne pas prendre de commission pour l'instant sur les ventes et achats de ces objets. Donc, c'est pas qu'une démarche purement capitaliste. Non, je trouve que c'est malin. En tout cas, effectivement, c'est pas les seuls. Effectivement, à s'intéresser à ça. Il y a d'autres éditeurs qui s'intéressent à ça. Il y a Square Enix. Il y a aussi Electronic Arts qui pourrait l'intégrer dans FIFA. FIFA qui est très 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 populaire et qui pourrait qui pourrait être un terrain de jeu pour le NFT, etc. Ouais. Quand on voit le succès de Sorare. Imaginez si vous pouvez habiller vos joueurs avec des maillots ou enfin de certifier des accessoires, des choses comme ça. Ça va être monstrueux. Exactement. Monstrueux. Après effectivement, ce côté, alors ça a été, comme tu le disais, Gonzague, très critiqué quand même. Et c'est bien d'y revenir parce que c'est. Oui, bien sûr. Alors c'est effectivement, il y a plusieurs choses. Ça a été critiqué pour plusieurs choses. La première, c'est des raisons environnementales. On sait que les NFT et les crypto-monnaies ne sont pas forcément des choses très très bonnes pour l'environnement. C'est-à-dire que quand il faut le Bitcoin ou l'Ethereum miner des crypto-monnaies, ça nécessite de la puissance de calcul et ça coûte de l'énergie, ça en coûte beaucoup. Et quand on sait que la plupart des fermes sont en Chine et que l'énergie est fabriquée à base de centrales à charbon, imaginez le résultat. Voilà. Alors, Ubisoft a voulu tout de suite tuer ce débat en utilisant une blockchain qui est, contrairement, alors je ne vais pas me lancer dans l'explication technique maintenant, mais qui ne repose pas sur du minage de crypto-monnaie. Donc c'est un token et une blockchain qui s'appelle Tezos et donc qui est
Verte, écolo, plus plus verte. verte que les autres, puisque on n'a pas besoin de miner pour on va dire pour valider les transactions. Il suffit en fait de prouver qu'on investit dans cette monnaie pour valider ces transactions. Donc bon, il y a cette critique là qui a été faite, mais il y a aussi le fait que finalement le jeu vidéo, est-ce que ça doit devenir un truc où on doit gagner de l'argent? Parce qu'en fait c'est quand même ça. C'est-à-dire Ubisoft se dit on va pouvoir désormais gagner de l'argent en jouant. Mais est-ce que c'est fait pour ça le jeu vidéo, et est-ce que et puis évidemment pour l'instant Ubisoft ne prend pas de commission et que c'est une bêta et c'est quelque chose qui reste complètement expérimental, on va dire. Mais demain, effectivement, est-ce qu'on va pas aller vers des éditeurs de jeux qui vont on connaît déjà les loot box, tout ce qui s'est passé depuis des années dans le jeu vidéo, aller de plus en plus vers les microtransactions, le fait que les jeux deviennent finalement presque des casinos, et que les joueurs en fait. Sur mobile, c'est déjà un peu le cas. Sur mobile, c'est déjà un petit peu le cas, mais bon, c'est encore rare de gagner de l'argent en jouant sur un jeu. Alors il y en a quelques-uns. Mais quand tu reviens sur notre news précédente, tu te dis que peut-être on va avoir des abonnements. Donc avec sans doute des rendements qui seront moins élevés pour les éditeurs, etc. Ça peut peut-être avoir du sens à ce moment-là de rajouter cette couche financière pour compenser peut-être le manque à gagner avec ces jeux qu'on achète aujourd'hui 60 ou 70 euros. C'est intéressant, mais il faut voir. Oui, il faut voir. Il faut pas aussi qu'on se retrouve avec des jeux nus. Et qu'on soit obligé forcément d'acheter des trucs pour pouvoir y jouer et y jouer pleinement, quoi. Oui, et puis que le jeu aussi, que le gameplay de ces jeux soit adapté à cette nouvelle donne ce qui pourrait arriver, ce qu'on a déjà vu sur certains jeux Ubisoft d'ailleurs, où en fait on fait des scénarios en fonction d'un business model, le jeu en fait en perd de son intérêt. Voilà, sujet profond, ça. C'est que le début, on y reviendra. C'est assez génial parce que c'est vraiment totalement aligné avec la tendance du moment de parler de métaverse, et ça nous rappelle quand même Second Life qui était précurseur sur le sujet. Il y a dans 20 lequel ans, tu pouvais t'acheter une maison, et on est de retour dans un immobilier spéculatif dans des mondes virtuels. C'est quand même assez dingue. Et donc ça colle parfaitement à ce qu'on est en train de voir dans les jeux vidéo. C'est vrai. On enchaîne avec des images que tu voulais nous commenter. Oui. Gonzague. Alors, si vous êtes avec nous à la télé, vous allez le voir, c'est impressionnant. Si vous nous écoutez, si vous êtes en audio, on va essayer de vous décrire ce qui se passe. Et puis, vous pourrez retrouver facilement le lien YouTube de ce robot. Un robot expérimental incroyable. C'est un robot humanoïde, donc humanoïde qui ressemble à un humain, fait par une société qui s'appelle Engineered Arts. C'est des Anglais qui sont spécialisés dans la création de robots comme ça. Ils en avaient déjà fait un en 2013 qui avait fait sensation. Celui-ci s'appelle Ameca et il a une quantité de détails, d'expression qui est tout à fait phénoménale. Mais gardons bien en tête que ce n'est pas un robot autonome. Tout ce qu'on voit dans la vidéo là, parce que donc si vous êtes avec nous en radio, on voit un robot qui sourit, qui regarde sa main vraiment comme un humain pourrait le faire et qui a des expressions qui sont très détaillées. Tout ça c'est totalement programmé. Donc c'est pas quelque chose que le robot sait faire de lui-même. Évidemment, ça nous rappelle un peu le film iRobot et la démo est juste bluffante. C'est très intéressant aussi depuis le temps que les humains cherchent à faire que les robots leur ressemble, un chemin qui a été complètement ignoré par d'autres puisque eux ont décidé de faire des chiens. Oui, c'est ça. Impressionnant, Eric. La précision en fait des comment dirais-je, de tous les moteurs. Des moteurs et puis des expressions du visage. Oui, c'est impressionnant. Alors, faudrait savoir si ce robot résout le problème de ce que vous devez savoir sans doute se connaître ça, mais de la vallée de l'étrange, cette fameuse théorie qui veut que plus un robot se rapproche d'un être humain d'un point de vue physique, plus il paraît bizarre et donc plus il va nous mettre mal à l'aise. Effectivement, je pense qu'ils essayent de résoudre le problème de la vallée de l'étrange avec ce robot-là. C'est bien fait. Bon, alors il manque encore quelques trucs. Il manque de cheveux, par exemple. Il y avait aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce robot. Alors j'ai oublié son nom, qui avait acquis ce qu'on avait vu au CES plusieurs années de suite. Je ne sais pas si tu te souviens, François, qui discutait de façon plus ou moins. Anna ou je ne sais plus quoi, qui lui ressemble un peu, mais en fait là, il y a eu un pas qui a été franchi effectivement d'un point de vue
va Oui, dire, mécanique physique, et- mécanique, ouais, c'est c'est assez ça. impressionnant. Maintenant, reste à savoir effectivement qu'est-ce qu'on va en faire, parce que c'est toujours le même problème. Quels sont les usages pratiques de ces robots humanoïdes, puisque c'est vrai qu'après, pour les faire déplacer, c'est plus compliqué que pour d'autres robots. Est-ce que ça peut être un robot qui va servir à faire de l'accueil? À quoi va-t-il servir? C'est Oui, une bien autre sûr. question. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant d'un point de vue technique en tout cas. Ouais, on se projette toujours, là, en regardant ça dans des films de science-fiction. Oui, hein, je pense c'est que impressionnant. les applications réelles, elles mettront quelques années encore à arriver. Et en fait, ce qu'on voit aussi dans tous ces moteurs, etc., et dans la façon dont on peut faire agir une main aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'aider des gens qui ont perdu un membre de leur corps, etc. Donc, je pense qu'au global, il y aura des choses intéressantes, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Et il ne se déplace pas. Hein. Là, Il pour se l'instant, déplace pas, c'est non. juste en fait un buste. Non, non, là, Encore, il on voit est même pas. câblé. Voilà, on ne sait même pas s'il a des Voilà. jambes en fait. Hein. Voilà, Oui. la prise de vue est Mais quand c'est même comme axée c'est sur le comme torse. les premiers robots de Boston Dynamics qui étaient toujours Ouais. câblés et qui aujourd'hui Ouais. sont autonomes en électricité. Évidemment, il y a encore Ouais. beaucoup de travail pour ça. En tout cas, ça pourrait peut-être intéresser Elon Musk. Hein. Je ne sais pas si vous vous Ouais. souvenez qu'Elon Musk Oui. a présenté un robot. Tout à fait. Alors, c'était un peu bidon. Hein, Oui, la c'était- présentation. C'était complètement bidon. C'était complètement bidon. Mais il En travaille fait, c'était là-dessus. Donc quelqu'un qui peut-être. était déguisé en robot. Alors et oui, qui au début, dansait sur la c'était scène. absolument exceptionnel. C'était gênant. Hein. C'était gênant. C'était C'était très dingue. gênant. Mais peut-être que ça l'intéressera du coup, parce qu'il lui, il cherche à faire aussi un humanoïde. Oui. Donc peut-être qu'effectivement, il devrait s'en inspirer en tout cas pour faire quelque chose d'un Voilà, peu plus rigolo. énième projet d'Elon Musk. Tiens, le Wi-Fi, on en parle dans un instant, mais juste pour aborder l'actualité aussi de de cette technologie qui a changé notre quotidien. Hein. Tu en sais quelque chose puisque tu installes du Wi-Fi à longueur de journée chez tes clients, Gonzague. On a appris que ça y est, le Wi-Fi 6E était validé en France. Et qu'il allait arriver. Alors on connaît le Wi-Fi, le 5, le 6, et là c'est le Wi-Fi 6E. Ouais, alors, Qu'est-ce que c'est que ça? alors le Wi-Fi 6E, le E est pour Extended, et en fait, alors le Wi-Fi, comme on le connaît actuellement, ça utilise deux plages de fréquences, une sur le 2,4 GHz, qui est celle sur lesquelles vos micro-ondes, les talkie-walkie émettent, et qui est donc très congestionnée, qui est très compliquée à utiliser. Donc depuis quelques années, on est passé sur le 5 GHz, qui est beaucoup plus léger. Et là, l'idée, c'est d'utiliser le 6 GHz, d'ailleurs plus précisément la fin du 5, puisqu'on est 5,9, et le début du 7, pour avoir beaucoup plus de plages de fréquences. Qu'est-ce que ça fait? En fait, il faut s'imaginer que c'est plein de petites pièces dans lesquelles chacun peut tenir une conversation séparée et donc avoir vraiment beaucoup d'espace pour s'exprimer, donc potentiellement du débit. La limite qu'on a pour l'instant chez nous, versus les États-Unis, c'est que nous, on va avoir seulement une partie de cette bande, de cette largeur de fréquence qui va être disponible pour le moment. Alors on parle d'une évolution pour 2023, mais en gros, aux États-Unis, ils ont 1200 MHz de largeur de fréquence et nous, on aura seulement 480. Donc on est un petit peu les parents pauvres de la chose. Ce qui là-bas fait, je crois, 7 canaux de 160 MHz. Donc c'est énorme en termes de... Effectivement, c'est des termes qui sont assez techniques, mais en termes de débit potentiel et aussi comme c'est une plage de fréquence qui n'est pas très utilisée, de capacité et d'extension des capacités des réseaux, c'est très très intéressant. Alors ne nous pressons pas, il y a déjà très peu de gens qui ont le Wi-Fi 6. Hein. Oui, voilà, c'est vrai que on s'y perd un peu avec toute cette technologie. Ouais. Mais c'est un peu comme la 4G, la 5G finalement. Hein. Le Wi-Fi vit son évolution technologique un peu Oui, comme le mobile. les évolutions majeures du Wi-Fi, c'était tous les 3 à 5 ans. Mais il faut encore après plusieurs années pour qu'elle soit vraiment Bien adoptée. sûr. Alors c'est très très intéressant tout de même, parce que le Wi-Fi 6 par exemple, ça a amené de bonnes capacités pour gérer une meilleure densité d'appareils, ce qui veut, et vu le nombre d'appareils qu'on a dans notre quotidien, avec les maisons connectées, les montres, les smartphones, Oui, etc. Évidemment, c'est nécessaire ça sert à quelque pour la chose. cohabitation. Le Wi-Fi 6E va chercher encore plus loin, sera aussi encore plus limité en termes de portée, puisque plus on monte haut dans les fréquences, moins la portée est grande. Par exemple, le 2,4 GHz, ça porte beaucoup plus loin que le 5. C'est aussi pour ça que tous les 2,4 GHz se gênent entre eux, puisqu'on les entend plus loin. C'est comme quelqu'un qui parle très fort. Et c'est pour ça que la plupart des routeurs font les deux en fait. Exactement. Hein. Oui. Et la votre plupart des téléphone routeurs- choisit le réseau le plus puissant. Voilà, tous les appareils modernes ont tendance à se basculer sur le 5 GHz et dans le futur, peut-être sur le 6. Ouais, le 6E.
Bon, article à lire sur 01net.com sur ce sujet. Oui. Oui, c'est d'Amélie vrai que par Charnet qui contre, explique tout. comme le dit Gonzague, le vrai problème, c'est qu'effectivement, pour l'instant, bon, déjà, il y a très peu de matériel compatible, donc ça va arriver, mais il faut que, donc, pour que ça marche, il faut qu'effectivement que votre ordinateur, votre téléphone soit compatible, etc. Donc, il ne suffit pas d'avoir un routeur. Puis l'autre souci, c'est qu'effectivement, on a une bande de fréquence beaucoup plus limitée. Donc, on fera des tests aussi pour montrer ce que ça apporte par rapport à la génération actuelle. Il y a Pierre Fontaine qui nous fait puis, des tests de routeurs réguliers. Voilà, il faut que tous les produits soient compatibles entre eux. C'est-à-dire que si vous avez du Wi-Fi 6E, pour tirer pleinement parti du Wi-Fi 6E, il vous faut un smartphone ou un PC compatible. Il faut toute la chaîne, parce qu'en fait, si tu peux atteindre un débit énorme, mais que ça s'arrête à ta connexion Internet qui est très lente, l'intérêt sera extrêmement limité. Et il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il y a des opérateurs qui sortent des box qui n'ont même pas le Wi-Fi 6. Donc voilà, c'est encore pour ça, je dis, ne ruons pas. Oui. Autant que les équipements Wi-Fi 6E coûtent des fortunes. Netgear a sorti des trucs qui coûtent plus de 1000 euros. Enfin, pour l'instant, on est vraiment, je pense, sur la démonstration de force technologique de dire, regardez ce qu'on est capable de faire. Tout comme le Wi-Fi 6, il y a 5-6 ans, commençait à exister. Voilà, gros dossier Wi-Fi dans un instant avec mon invité. J'accueille le country manager de Devolo. Philippe Gourion va nous expliquer tout ça et puis on va revenir sur les avantages, les inconvénients du Wi-Fi aussi et puis comment améliorer sa couverture. L'année 2021 se termine et comme à chaque fois, on a des petits bilans qui se font. On aime bien ça, 01net, parce que c'est cool de... On aime bien ça, puis les entreprises de tech adorent ça, adorent faire leur bilan. Oui, bien sûr. C'est des gens qui adorent les stats, donc ils ont qu'à appuyer sur un bouton, il y a tout qui sort en plus. C'est ça qui est top. Exactement. Donc effectivement, c'est un grand classique de la fin d'année, mais c'est toujours rigolo. C'est vrai qu'on aime bien, pour ça. C'est marrant. Et effectivement, celui de cette semaine, c'était Google. Google fait ça depuis des années, sans évidemment donner toutes ses stats, parce que il y aurait des trucs qu'il faudrait pas montrer de toute façon. Tu m'étonnes, surtout avec cette année et tous les problèmes anti-vax, les machins. Exactement, il y a plein de recherches qui sont forcément, je parle même pas du porno évidemment, qui sont forcément expurgées de ce petit rapport qu'ils nous fournissent tous les ans, mais c'est quand même intéressant à voir puisqu'ils font un peu le bilan sur toutes les thématiques des recherches les plus réalisées dans Google. Et alors je me demandais, est-ce que vous voulez faire un petit petit quiz? Forcément. Alors on va le faire par thématique. Mais juste, à votre avis, quelle est la plus grande tendance de l'année? La plus grande tendance de l'année, en numéro 1, ce qui a le plus intéressé les... J'ai une idée. Squid Game. Alors tu me spoil ma question d'après. Ça, c'était pour les séries, effectivement. C'est les séries. Squid Game. La grosse tendance, est-ce que ça a un rapport avec le Covid ou pas, la grosse tendance? Non. La plus grosse tendance a un rapport avec le sport, et c'est assez facile à trouver, finalement. Foot. Et oui, c'est l'Euro 2021. C'est l'Euro 2021, qui a été la recherche la plus populaire de Google cette année, suivie de l'attestation couvre-feu, qui, évidemment, vous le voyez dans à peu près toutes les catégories. Le Covid, évidemment, continue de passionner les internautes, et forcément. Il y a un truc qui est marrant, c'est que Google fait des petits classements amusants. Tu peux continuer avec les quiz si tu veux. Oui, alors par exemple, le classement, mais ça c'est introuvable. Vous n'allez pas trouver, mais c'est pas grave. À votre avis, quel est le pourquoi? Alors vous savez, les gens posent pourquoi. Quel est le pourquoi le plus populaire de l'année dans Google? Je vais vous le dire tout de suite parce que c'est impossible que vous trouviez. Il s'agit de pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Alors je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est la question la plus populaire de Google en ce moment. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est la question la plus populaire. Ouais. C'est très étrange. Après, on a pourquoi le ciel est jaune, pourquoi Rudiger porte un masque, Mais en vrai, la question pourquoi les tronçonneuses ont été inventées, je ne comprends pas ce qu'elle fait là. Mais c'est pas grave, c'est un petit mystère. D'un point de vue des films, à votre avis, quel est le film qui a été le plus populaire sur Google cette année? Il y a Matrix 4, mais c'est pas le truc le plus connu. Dune? C'est Dune, tout à fait. C'est Dune qui a été le film le plus populaire, le plus recherché, en tout cas, cette année. Là, tu parles de la France, toujours, oui, je parle toujours de la France, de la France, parce que c'est finalement, après, il y a beaucoup de... Oui. Si on fait au niveau monde, c'est d'ailleurs intéressant, si vous regardez au niveau monde, la tendance au niveau monde, c'est essentiellement du cricket. Et pourquoi le cricket? Parce que c'est en Inde, et qu'il y a un volume tellement important de recherche que ça explose, en Inde, toutes les statistiques. Que ça explose les statistiques. C'est assez marrant de le voir. Juste peut-être un dernier, le groupe chanteur le plus populaire de l'année sur Google, à votre avis?
Le chanteur le plus populaire. Plutôt groupe d'ailleurs. Groupe. En France, ouais. C'est un groupe français? Ouais. Oh là là. Un groupe français éminent. Oh là là. IAM? Non. Et non, c'est Daft Punk. Daft c'est Punk, Daft Punk, bien sûr, évidemment, oui, puisque Daft Punk ils ont c'est annoncé leur séparé. séparation. Et donc, c'est effectivement le groupe le plus populaire sur Google cette année. Donc, en tout cas, voilà, il y a plein de petits items comme ça. On va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est assez marrant à consulter. Moi, je vous invite tous à aller voir ça parce que ça c'est non seulement rigolo, mais ça montre un petit peu aussi l'air du temps, hein, à quoi pensent les gens. Alors, il semblerait que pour la tronçonneuse, c'est à cause de TikTok. Parce qu'il y a un influenceur qui aurait poussé à rechercher ça, et donc visiblement il aurait eu du monde. C'est ce que m'écrit Pierre Tullien par SMS, qui est en régie, et qui est beaucoup plus connecté que nous visiblement concernant les tronçonneuses. Merci Pierre. Bon voilà, il y a d'autres résultats ou pas? Il y en a plein, hein, il y en a plein. Si on parle des sportifs, bon alors je ne sais pas si vous êtes très branché sport, mais à votre avis quel est le sportif le plus populaire cette année dans Google? Exactement. Et voilà, forcément. Voilà. Voilà. J'en ai au moins un de bon avec Squid Game. Ouais, t'avais Squid Game aussi quand même. Ouais. Et sinon, il y a une question, alors il y avait les pourquoi, mais la question la plus populaire de l'année reste quand même, et ça, c'est lié au Covid, comment obtenir le pass sanitaire? Parce que ça, c'est vrai que c'était aussi, mine de rien, un gros sujet. J'aurais préféré légalement derrière. Alors, effectivement, j'espère que Google répond quand même sur des... oui, je pense. A fait le tri un petit peu dans les réponses qu'il pouvait y avoir là-dessus, mais voilà. Après, on peut le voir effectivement. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut le voir pays par pays et qu'il y a effectivement des grosses tendances différentes, évidemment, selon les continents, etc. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour le show télé, parce que je voulais en parler, mais évidemment, tu me l'as spoilé, c'est normal. Squid Game, et c'est un carton mondial, hein, on le sait, est vraiment la série la plus populaire partout dans le monde. Et ça, c'est assez incroyable de voir que cette série violente et un petit peu dure à regarder parfois, et la série la plus recherchée dans Google cette année. Ouais, c'est sûr, et qui a été, dont le débat a été que les enfants pouvaient la regarder facilement sur Netflix, etc., que ça posait des problèmes énormes dans les écoles et tout. Mais c'est intéressant ces chiffres parce que évidemment c'est de la data, j'imagine pour tous les professionnels, c'est top d'avoir toutes ces données finalement. Bien sûr. Pour les tendances. Mais déjà, évidemment Google a la main sur une quantité de données qui est absolument incroyable, parce que eux, ça leur permet d'orienter aussi leur stratégie. Exactement. En fait, c'est ce qu'avait fait Facebook, par exemple, en rachetant, en Espagne, on a déjà parlé, un fournisseur de VPN pour comprendre ce que faisaient les gens. Et après, ils avaient racheté WhatsApp en se disant ça cartonne tellement qu'il faut qu'on l'achète. Donc, évidemment, basé sur ça, tu peux faire des choses. Et il y a même des sites internet qui se sont spécialisés dans le fait de produire du contenu autour des choses les plus recherchées par les gens. Évidemment. Qui est une technique qui fonctionne aussi. Ben oui, il y avait un site, je ne sais plus si c'est toujours le cas, Melty fonctionnait comme exactement. Ça au bout d'un moment, hein, créer des articles par les résultats des moteurs de recherche. Alors, c'est vrai que journalistiquement, c'est un petit peu discutable. Oui, je crois qu'ils ont changé de stratégie d'ailleurs, parce que c'est vrai que parfois on avait des résultats ubuesques sur Melty, des sujets qui n'avaient strictement rien à voir. Merci messieurs. De rien. Merci. Voilà, alors en tout cas quelques-uns de ces titres d'actualité, vous pouvez les retrouver sur 01net.com bien évidemment, avec le patron de 01net qui est là, Éric Le Bourlou, et toute son équipe, et puis évidemment Gonzague. Merci beaucoup Gonzague. Merci messieurs. Voilà, et ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant avec le patron de Devolo France qui me rejoint. On va parler Wi-Fi. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.